On n'a jamais eu de montagne. Vraiment, là, ça a été un client à la fois. Comment on peut créer de la valeur? Puis à un moment donné, quand tu crées de la valeur autour de toi, tout te revient, tout se multiplie. Quelqu'un qui a un pied dans la porte puis qui exite sa compagnie ou qui veut ralentir ne peut pas te conseiller parce que là, lui, il vient, la pression tombe, il commence à lui, il a de l'espace dans son calendrier, puis après, là, lui, il a besoin de cette pause-là, puis dans un autre espace-temps émotionnel. Si l'Internet a pris 25 ans pour s'implanter dans notre façon de vivre, aujourd'hui, c'est comme tout est connecté, je crois que l'AI peut le faire en 5 ans. Quand on a commencé, puis on n'avait pas un sou, on se faisait des choses comme ça. On se disait, c'est quoi ton rêve, toi? Puis il me disait, c'est quoi tes rêves? Là, on était intelligents les deux. Je disais, OK, ben, si je l'aide à atteindre son rêve, je vais atteindre mon rêve. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai deux personnes complètement incroyables que j'avais hâte de recevoir. Des gens que j'avais l'impression de déjà connaître à travers les réseaux sociaux. Des visionnaires, un power couple ici au Québec. Des gens que je pense qu'on regarde tous avec admiration. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Patrice et Sana. Bonjour. 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 Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Vous arrivez de loin? Depuis ça arrive nord, je pense, c'est ça? On était à Rive-Nord. On a d'ailleurs eu la chance de dîner juste à côté. Okay. Donc, ouais, c'est bien. Merci d'être là. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, je veux dire, tout le monde qui fait de l'immobilier au Québec vous connaissent. Mais ceux qui ne vous connaissent pas, qui sont Patrice et Sana? C'est une grosse question, mais... OK. En fait, brièvement, on est un couple en affaires, en immobilier commercial. On a fondé l'agence PMML, donc en 2008. Et puis, au départ, on était juste les deux. On a commencé ça dans notre sous-sol. Mais je dis toujours ça parce que c'est la façon rapide. Mais techniquement, Patrice a commencé dans sa chambre à coucher. On avait mis un petit bureau dans la chambre à coucher. Et moi, il n'y avait pas de salle à dîner. Mon bureau était dans la salle à dîner. Wow, et voilà. Okay. Puis quand on a fondé PMML, c'était l'année où on a acheté notre maison puis on avait fait un sous-sol dédié pour ça. Et littéralement, l'incorporation, on l'a fait dans le sous-sol. Ce qui est magique avec ça, c'est qu'on a fait le 8 février 2008. Ouais. On a incorporé PMML, qui était Patrice Ménard Multilogement à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est vraiment incroyable, dans notre sous-sol, on travaillait notre sous-sol à Laval. Et le 8 février 2025, on a emménagé dans le plus haut penthouse à Laval. Fait que pour nous, c'était vraiment une grosse loupe. Puis, fait qu'on est parti du sous-sol et là, on est rendu au sommet. Le 8 février, fait que c'est vraiment drôle, mais entre les deux, il y a eu énormément de valeurs qui se sont créées alentour de nous. Ouais. Et c'est surtout ça qu'on est fiers. Mais dès le départ, qu'est-ce qui vous a dit, OK, là, on part PMML, pourquoi pas se joindre à toutes les autres multinationales un peu? Pourquoi faire votre propre chose? Puis évidemment, ça a très bien fonctionné, mais pour inspirer un peu les gens dès le départ, c'est quoi qui se passait un peu dans vos têtes? En fait, pour les gens qui, c'est la première fois que j'espère qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, là. Puis, c'est PMML, premièrement, on aime bien dire qu'on est les leaders québécois de l'immobilier commercial. C'est-à-dire présentement, on est une agence immobilière, la plus grande, celle qui a le plus d'immeubles en vente à travers la province, au niveau comme l'immobilier commercial, multirésidentiel, terrain, bureau, tout ça. On est également aussi un très grand cabinet hypothécaire commercial. Donc, on a 42 courtiers qui font juste du financement d'immeubles commerciaux. Donc, et tout ça, bien sûr, maintenant, tout dernièrement aussi, on a des courtiers d'assurance qu'on a commencé une division d'assurance et répartis environ sur 200 professionnels à travers 10 bureaux à travers la province. Fait que tout ça de 2018 à maintenant, fait que c'est quand même une très belle croissance. Seulement depuis 2018? Oui, la poussée de croissance, c'est depuis 2018. Ça fait depuis 2008. On a été très frileux pour bâtir une équipe au début parce que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu veux te bâtir ton nom, tu es control freak, puis tu penses qu'il n'y a personne qui peut travailler aussi bien que toi. Puis finalement, quand tu trouves la bonne personne, tu es capable de déléguer puis de former les gens, tu prends confiance, puis après, ça a pris encore une autre étape. Puis ça a été un peu long, mais l'infrastructure au niveau de notre base de données, notre CRM, Patrice est très visionnaire là-dedans, très tech. J'ai aucun mérite là-dedans, honnêtement. Puis si on est capable de travailler dans le CRM, c'est facile. Fait qu'il fallait que ça soit user-friendly, fait que j'étais comme un peu le cobaye. Mais c'est un peu ça, tu sais. Avez-vous votre propre CRM avec vos propres bases de données? Oui, on a développé définitivement
une très, très grande base de données, reconnue pour avoir la meilleure base de données au Québec dans l'immobilier commercial. Mais oui, on est propriétaire de notre propre CRM. Puis ça remonte en 2016. J'hésitais toujours à prendre des systèmes existants comme Salesforce, HubSpot et compagnie, Microsoft 365. Puis j'avais quand même un petit doute parce que c'est tellement précis comme marché d'immobilier commercial dans le courtage qu'on a décidé, puis on avait été en 2016 à une conférence aux États-Unis, puis il y a Gary Keller, qui est le fondateur de KW, Keller Williams. Puis il avait dit sur le stage en avant, si vous êtes capable de développer votre propre technologie, faites-le. Puis on est à peu près, je sais pas, moi, 500-600. Parce que après ça, parce que ça a de la valeur aujourd'hui. On se monte en 2016, vraiment, le niveau de l'Internet était là, maintenant bien installé à travers la planète. Puis lui, il disait qu'à partir du moment que tu vas développer ta propre technologie, tu peux la contrôler, tu as un paquet, tu as un avantage aussi concurrentiel que personne ne peut avoir. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'on avait déjà commencé à développer beaucoup la database. Puis on développait la base de données, puis tu sais, des fois, tu te poses des questions parce qu'il y a énormément d'investissement, de temps, de travail, beaucoup, beaucoup de ressources que ça prend. Développe ta propre technologie au lieu de prendre un système qui est déjà existant, mais tu engages des programmeurs, puis essai-erreur, jusqu'à temps que tu arrives à quelque chose d'extraordinaire qu'on a bâti. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de AI ou d'intelligence artificielle, on sait que l'intelligence artificielle est aussi bonne que la base de données qu'il va avoir en arrière. Donc, tu peux bien avoir le meilleur système, le meilleur robot d'intelligence artificielle. S'il n'est pas bien nourri en arrière avec l'information, ça ne vaut rien. Donc, pour nous, lorsque l'AI est arrivé, cette année, PML, on a fait en 2024, on est en 2025 présentement. En 2024, on a présenté au Sommet Immobilier de Montréal où est-ce que PMML est rendu au niveau du AI, parce qu'on a développé notre propre technologie au niveau du AI aussi. Et jamais ça aurait été possible en utilisant les systèmes des autres. Là, puis l'autre chose qu'on ne savait pas aussi qui est magique, c'est qu'on a développé cette base de données-là. On n'a jamais pensé que un jour, ça serait la clé du succès pour le AI. Fait qu'on a travaillé tout ça, puis à un moment donné, il faut avoir à la fois quelque chose, puis oui, on avait des résultats au niveau de l'intelligence d'affaires, mais quand on arrive à l'intelligence artificielle, c'est là que je pense qu'on est prêt pour un saut quantique, sans faire le jeu de mots, par rapport à tout ce qui s'en vient au niveau technologie. Puis comment est-ce que l'intelligence artificielle va vous aider comment est-ce que ça va aider le courtage commercial? En fait, l'intelligence artificielle va donner de l'information aux courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, courtiers d'assurance, très rapidement. Parce que présentement, il y a un step qui se fait entre le BI, qui est le Business Intelligence, et le AI. Je pense que beaucoup de monde confond les deux parce que un BI avec de l'algorithme, les gens vont appeler ça du AI, OK? Donc, le Business Intelligence, ça, c'est l'information. Puis présentement, chez PMML, jusqu'à tout récemment, le courtier qui va avoir a accès à une mer d'informations dans notre système à travers la base de données. Mais pour avoir de l'information, il faut quand même qu'il fasse la recherche. Et puisque c'est l'humain qui fait la recherche, à un moment donné, tu as accès à l'information, mais tu ne penses pas d'aller avoir l'information. La différence, c'est que le AI, il va prendre l'information et t'envoyer ce que tu veux. Donc, si la machine n'oubliera pas d'aller chercher certaines parties qui vont être relevant pour ta transaction. Et là, l'information, c'est où est-ce que, au lieu d'avoir le courtier qui doit penser d'aller chercher l'information va venir à lui par le robot, par la technologie. Et je pense que juste ça fait une différence énorme. Puis là, je n'entrerai pas trop en détail, puis je suis un gars très technique, mais je vous le dis que... Mais là, j'ai parti du AI, on va laisser parler Sana un peu. Non, c'est bon. Mais on va en parler de Sana, on va parler aussi, je veux qu'on parle de votre couple, je veux qu'on parle de l'aspect hypothécaire aussi, mais l'AI, je pense que c'est important d'en parler parce que, tant qu'à moi, le passé, c'est fini, le présent, c'est important, mais le futur également. Puis j'aimerais ça aussi savoir vos visions sur où est-ce que l'immobilier s'en va dans le futur. Donc, pour ce qui est du AI, on parle que ça va aider le courtier, mais concrètement, moi aussi, je suis courtier immobilier, mais je fais beaucoup moins de commercial. Donc, concrètement, sur le terrain, comment est-ce que ça peut avantager les courtiers de PMML, l'AI? Je vais donner un exemple, OK? Je vais essayer de rester ça court, mais c'est OK. Je vais donner un exemple, c'est que
Dernièrement, on avait un terrain à vendre à Lévis. En fait, ce qui arrive, c'est que comment ça a commencé, c'est que PML, premièrement, achète toutes les données au Québec. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète toutes les transactions immobilières, fait que toutes les transactions de terrain, de multirésidentiel, de bureaux, de commerce de détail, tout ce qui rapporte aux transactions sur le registre foncier, industriel. On achète tout. Sur le registre foncier. Sur le registre foncier. Okay. Également, on achète tous les actes de prêt hypothécaires sur le registre foncier. Wow. Donc, la beauté du système, c'est que là, on a nourri notre système. Fait que le courtier a accès à ça. Et là, tu vas voir la différence entre l'humain et la machine. C'est que le courtier, on voit présentement, a accès qu'il y a un bridge de construction, donc une hypothèque, qui se crée sur un terrain vacant de 30 millions. Fait que quand tu sais qu'il y a un bridge de construction de 30 millions sur un terrain vacant, il y a quelque chose de gros qui s'en vient, il y a un projet. Donc, le courtier, lui, va commencer, il dit, OK, ça, je trouve ça intéressant, j'ai un bridge. Commence à appeler à travers le BI, à travers l'intelligence d'affaires, sans que la machine le fasse, d'appeler des propriétaires voisins pour dire, hey, il y a un gros projet de construction qui s'en vient, tu devrais peut-être mettre ton terrain, c'est peut-être un bon timing. Déjà là, si ça lève, ton terrain va prendre de la valeur, etc. Mais le courtier a appelé à peu près tout le monde, OK? Puis, pour tomber sur l'acheteur qui disait, oui, moi, je serais peut-être intéressé, je viens de refinancer. Et là, la différence, c'est que le courtier a fait toute sa job, mais il a appelé un paquet de monde, mais dans le système, c'était très clair que ce client-là, parce qu'on achète toutes les hypothèques, venait de refinancer 5 immeubles qui étaient très liquides. Donc, au lieu de perdre du temps d'appeler tout le monde, la machine, ce qu'elle va faire, elle va dire, « Hey, selon ton terrain, voici présentement, à côté, dans les propriétaires, selon les cadastres qu'on a, voici un propriétaire qui vient de refinancer 5 immeubles. » Donc, la machine va te dire exactement qui appeler. Ça, c'est un exemple. Un nouveau courtier qui va arriver dans un marché, mettons quelqu'un a un bon contact, il y a plusieurs immeubles à Montréal, et ce même client-là a aussi un immeuble à Trois-Rivières. Donc, c'est pas un marché qu'il connaît autant. Fait que le courtier va arriver dans notre système, il va dire ouais, s'il te plaît, sors-moi les 10 propriétaires, les 10 propriétaires les plus actifs dans l'industrie dans la région de Trois-Rivières. Il va lui sortir 10 noms des personnes qui ont acheté le plus. Ensuite de ça, il va avoir à cliquer, il peut cliquer et créer 10 opportunités pour ces personnes-là, pour pouvoir les appeler, les mettre dans le système et commencer à faire les suivis. Donc, elle a la différence. C'est que tu as accès à de l'information, tu peux faire chercher, puis j'aime bien dire, en ce moment, la majorité des gens, 95 ou 99 % des gens, sont en mode Google. C'est-à-dire, tu cherches, tu as des listes, tu trouves. Je crois que l'avenir du courtage, à travers les CRM qu'on développe, va être plus en mode ChatGPT, OpenAI, où est-ce que tu vas développer une conversation et l'information va venir à toi selon les besoins que tu as. Donc, un jour, un de mes rêves, ça serait d'avoir aucun immeuble affiché sur mon site web. Attention, je te dis, on a 800, là, mais c'est pas que je veux plus de business, mais qu'un client arrive et qui dit « Je cherche un immeuble industriel pour propriétaire occupant pouvant, avec, mettons, zonage industriel léger, pouvant avoir, mettons, je sais pas, 10 000 pieds carrés ou 15 000 pieds carrés. » Et que là, l'AI, il sort tout de suite l'information. Contrairement, maintenant, si tu vas sur le site de PML, mais tu dois faire des recherches, faire des filtres, tomber dessus, on fait tout ça. Donc, elle a la différence, ça répond à ta question. Là. Mais, wow! Ouais. C'est complètement incroyable. Est-ce que ça va être applicable aussi pour le résidentiel éventuellement, cette technologie-là, ou pas vraiment? Ah, définitivement. Je crois que l'AI va révolutionner plus rapidement le résidentiel que le commercial. Il y a moins d'expertise dans le résidentiel, sans rien enlever à l'immobilier commercial, résidentiel. Je crois que le niveau d'expertise de l'humain va être... Puis d'ailleurs, on le voit déjà dans les évaluations agréées. Tu sais, dans les évaluations agréées, dans le résidentiel, c'est souvent fait par la machine, alors que dans le commercial, c'est fait par une personne, puis ça prend des semaines avant de développer un rapport. Donc, je crois que l'AI va impacter. Maintenant, dans le résidentiel, c'est pas mon créneau, mais définitivement, c'est un marché qui risque rapidement d'être impacté par l'AI. Puis on est à combien de temps de voir cette machine se développer dans PMML puis d'être actif au quotidien? On est en temps réel en ce moment.
Wow! Oui. Okay. C'est en temps réel en ce moment où est-ce que on est en bêta. Là, on s'est dit qu'on s'est donné 1 an et demi de bêta. Où est-ce que les courtiers ont un petit bouton AI, ils cliquent dessus, ça a un panneau qui sort. Et là, ils conversent. Mettons, hey, c'est quoi? On est à Saint-Lambert présentement. C'est quoi le coût par logement ou le coût pied carré moyen pour un immeuble multirésidentiel ou commercial à Saint-Lambert? Puis le système va te donner l'information. So, on est commencé, mais tu sais, des fois, je regarde les réponses. Puis la difficulté avec le AI, et c'est très, très... C'est drôle, mais les grands défis qu'on a eus, c'est d'être capable que l'AI dise « j'ai pas la réponse ouais. ». Au lieu qu'il parte en hallucination. Tu parles d'hallucination, c'est vraiment ce qu'en passant, ChatGPT, OpenAI, c'est ce qu'il fait. S'il n'y a pas de réponse, il en invente une. Oui. Tu demandes une image de quelque chose, puis là, il y a des jambes partout. Puis, un peu. Donc, fait que c'est ça. Fait que le grand défi a été ça. Et je pense que c'est un processus. Mais si l'Internet a pris 25 ans pour s'implanter dans notre façon de vivre, aujourd'hui, c'est comme tout est connecté. Je crois que l'AI peut le faire en 5 ans. Wow. Ouais. Complètement incroyable. C'est là votre point de vue visionnaire. C'est fou. Félicitations à vous deux. Merci. L'épisode d'aujourd'hui est une commandite des entretiens Raven, une compagnie de lavage de fenêtres et revêtement extérieur. Si vous voulez redonner un éclat à votre maison, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. On va s'assurer de vous produire une soumission rapide à prix compétitif. Bonne écoute. 29 ans en couple, on parlait avant de rentrer en air, c'est ça? Oui, ben, en fait, oui. 29 ans de mariage au mois de mai. Incroyable. Ouais. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. faut communiquer. C'est la communication. Communiquer. Verbal, non-verbal, émotionnel. Comment est-ce que vous le vivez? Parce que vous êtes ensemble 24/7, business, relations personnelles. Comment est-ce que vous le vivez? Puis je trouve ça super important, cette question-là, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont en couple, qui veulent partir en business. Comment est-ce que vous le faites? Mais tu sais, nous autres, on s'est connus, on était à l'université, j'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans, lui, il avait 22 ans. Puis on s'est connus comme amis avant, puis ensuite comme partenaires d'affaires. Puis ensuite, excuse-moi, c'est qui a fait le premier mot? On s'entend pas là-dessus. Non. Ça s'est fait naturellement. OK. Mais, on était amis, mais justement, ça s'est fait tellement progressivement. Puis finalement, je pense que on est devenus adultes ensemble, puis on a toujours fait des formations de développement personnel ensemble. Là, tout le monde dit vous êtes tout le temps ensemble. Avec le temps et avec la responsabilité, tu as une petite business, alors tu travailles vraiment côte à côte ensemble, mais on a chacun nos responsabilités. On se communique par courriel. Je ne vais pas toujours dans son bureau. Hey, tu sais, comme. Il y a une certaine limite. Il y a une certaine. En fait, peut-être qu'au départ, quand tu démarres quelque chose, c'est normal de faire ça, mais après, il faut vraiment que tu trouves chacun ses forces. Les faiblesses, c'est pas nécessaire de travailler ses faiblesses, mais de travailler sur ses forces. Et puis, de pallier, puis de vraiment mettre du gaz là-dedans, puis vraiment de séparer les tâches le plus possible. Pas pour ne pas avoir des interactions, mais pour que le partenariat devienne multiplicateur. Je ne suis pas là pour le compléter, il n'est pas là pour me compléter. On se multiplie ensemble. Il faut qu'on se multiplie. Sinon, il n'y a pas vraiment de plus-value en tant que partenaire d'affaires. En tant que couple, l'amour, le respect, l'intégrité, pas dire des choses que tu vas regretter. Puis on a une technique, le time-out. Si on sent qu'on s'échauffe un peu, on dit time-out. OK. Puis tout s'arrête. Puis on n'a pas de loi, c'est une loi qui est immuable, où est-ce que si l'un qui calme un time-out, l'autre ne doit même pas répliquer à ça. Les deux arrêtent, mais l'autre... Celui qui met le time-out, c'est lui qui a le droit de l'enlever. Wow, j'adore. C'est vraiment bon. Puis quand tu l'enlèves, il faut que l'autre dise OK. OK, j'accuse réception, je l'enlève. Non, mais c'est niaiseux. C'est super bon. On est très intenses les deux. Ouais. Fait que quand on est quand on était en 20 ans, 22 ans, là, c'est jeune. Oui. Fait que là, on a découvert ça. On s'est dit, il faut se donner ce truc-là, cet outil-là. Fait que là, ça calmait les ardeurs au niveau un peu des argumentations, si on veut, pour pas que ça devienne des grosses chicanes. Parce qu'une chicane, c'est 4 heures de système immunitaire complètement déphasé. Puis on se couche jamais fâché. Ouais. Ça, c'est une règle qu'on a. Ouais. Donc, ça, c'était important pour nous. Puis, puis on travaille ensemble. Fait que t'as pas le temps de bouder. Nous autres, 1 heure, c'est réglé. 10 minutes, c'est réglé. On n'a pas le temps des ondes négatives aussi. Oui, mais il y en a qui ne se parlent pas pendant des journées. Ça ne nous est jamais arrivé. Il faut que ça se règle en dedans d'1 heure ou 10 minutes. Wow. Tu peux pas. Exactement. Fait qu'il faut que tu te forces à le régler. Fait que par la force des choses, tu vas pas le laisser escalader jusqu'à temps que ça te prenne 4 heures pour décanter non plus, tu sais.
parce qu'on observe ça souvent. Je peux pas donner... Des fois, on vient me voir pour des conseils de couple, mais tu sais, je suis pas outillée pour donner des conseils de couple, mais je dis ce que nous, on fait. Ouais. Puis après, regarde comment ça peut s'appliquer dans ta vie à toi. Je pense pas que vous avez d'ego non plus. Non. Il faut pas. Ou de non, pas. En fait, à un moment donné, c'est... Tu sais, quand t'aimes pas être en mauvais termes, c'est comme... Là, tu te rends compte, tu sais que, bon, peu importe tu penses à cause de qui, à un moment donné, tu te gardes juste comme over it. Anyway, à chaque fois, ça prend 10-15 minutes, c'est fini. Fait qu'on s'est dit, dans le fond, dans 15 minutes, ça va être fini. Dans 30 minutes, ça va être fini. Fait qu'on arrête ça. Mais pour répondre à ta première question, qui a fait le move? OK? Un coup qu'on était en couple, officiellement, ça a pris 2 semaines pour la demander en mariage. Oh, wow! 2 semaines. OK. Ah ouais, moi, je savais que j'avais de quoi de solide, là. Fait que j'ai pas pris de chance. Et puis, fait que 2 semaines après, j'ai demandé Sonia en mariage. À l'Université du Québec, c'est à la table de la cafétéria. Oui. Wow, devant tout le monde! Non, c'était un dimanche. C'était un dimanche. Puis on était au Labé, on était vraiment cassés. On s'est acheté des bagues au Labé, je ne me rappelle plus à combien. 35 $35. Dijon, simple, mais tu sais, c'est ça qu'on fait. Puis, that's it, tu sais, parce que, bon, on avait des grands rêves. Puis, si moi, j'aurais une chose à ajouter par rapport à tout ce que Sonia vient de dire, ce qui est important dans un couple, c'est d'avoir des rêves plus grands que les circonstances du moment. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est souvent les problèmes dans la vie, c'est où est-ce que si les couples n'auraient... La seule chose qu'ils ont en commun, c'est les enfants ou qui prend soin de quoi ou qui paye les billes pour X, je pense que tu viens qu'à te perdre. Puis souvent, quand on se marie, quand on commence en couple, on a des grands rêves, on veut voyager, on veut faire ci, on va avoir une belle grande maison. Et bon. Et tranquillement, les gens se perdent là-dedans parce que les gens arrêtent de rêver. On sait, les enfants, ils rêvent beaucoup en adolescence, mais c'est tout un art de continuer à garder cet esprit rêveur-là. Puis à partir du moment que, en tant que couple, tu as des objectifs plus grands que les circonstances qu'on est, quand il arrive une situation de conflit, tu as de quoi t'accrocher de plus grand que les circonstances du moment. Alors que si tu n'as plus de grands rêves, puis tu es juste où est-ce que tu en es là, puis ça va pas bien, tu n'as rien à t'accrocher, tu n'as rien rien à t'accrocher de plus grand. Donc, c'est là que les gens voient du noir, juste du noir, puis à un moment donné, bien, ça l'arrête. Mais fait que selon moi, là, c'est d'avoir des rêves plus grands que... Puis ça, on dit ça dans un couple, mais c'est dans la vie en général, en affaires, n'importe où. Plus que tu as des objectifs élevés, plus que tu rêves, plus que tu y crois en ces rêves-là, moins que les problèmes actuels au day-to-day ressortent. Est-ce que c'est important d'avoir des rêves, donc vous avez des rêves communs qui soudent, qui font en sorte qu'on a un objectif plus grand? Est-ce que c'est important aussi d'avoir des rêves individuels, séparés? Oui, si, à moins que, tu sais, si c'est pas... Parce qu'il faut être aligné par rapport aux objectifs qu'on a et aux rêves qu'on a. Mm-hmm. Si moi, j'ai un rêve qui n'a rien à voir avec par rapport à ce qu'on s'est mis comme objectif de couple, bien, il faut pas que je devienne un peu selfish puis penser juste à moi là-dessus. Mais c'est important que chacun prenne soin. Que ça soit compatible par rapport à ce que tu veux. Ouais. Mais oui, c'est important que chacun... Je veux dire, faut que toi-même, que ton estime de soi soit excessivement forte, là. Fait que chacun, son estime de soi est forte, puis les rêves qu'on a de façon chacun de côté. Mais on se rend compte qu'avec le temps, après 29 ans, là, tu viens à penser puis à valser vers des objectifs qui sont très, très, très similaires. Oui, c'est naturel. Enfin, on n'a pas à penser à ça. Tu poses la question, là. Oui, non, c'est ça. On a à peu près on développe les mêmes goûts, les mêmes affinités pour certaines choses, mais il y a des choses qui vont me tenter plus que lui. Il y a des choses qui vont me tenter plus, mais ça ne sera pas en conflit avec... Tu sais, exemple... je vais aller faire une retraite d'1 mois en Inde dans pas yoga, un temple. Ouais. Mais là, on a on peut-être en parler tout à l'heure, mais on a tel objectif de croissance. On vient d'ouvrir l'actionnariat, puis on est à full pin dans... C'est pas compatible, ça marchera pas, tu sais. Fait que je peux pas dire, mais je m'en vais 1 mois alors qu'on vient de faire un layout sur notre plan de croissance en temps de 5 ans. On vient d'intégrer une quarantaine d'actionnaires dans l'entreprise. Tu comprends-tu? Il y a des choses que... C'est pas compatible. Fait que, est-ce que je vais me permettre ça? Je me disais, bon, je repenserai dans 10 ans. C'est pas ça que je vais faire du tout. Là, je dis parce que c'est complètement... Tu comprends? Mais il y a d'autres rêves qui me tiennent vraiment à cœur, puis il va sauter dedans. Je vais aller dans tel pays. Oui, ce pays, il tente moins. Bien, on va y aller pareil. Ouais, tu comprends? Ouais. Lui, la même chose pour lui, une activité. J'ai dit que je voulais aller dans le pôle Nord. Il dit, oui, t'es sûre? T'es frileuse, là. Ouais, il me semble, me croisant dans le pôle Nord, ça me tenterait. Ouais.
j'ai le goût d'entendre le silence nordique, là, vraiment le, tu sais, genre, OK, là, il commence à regarder, puis, ah, OK, tu comprends? Puis lui, il a d'autres rêves aussi, comme, ah, bien, si c'est important pour lui, je veux le vivre pour lui, tu sais, parce que, puis quand on a commencé, puis on n'avait pas un sou, on se faisait des choses comme ça. On se disait, c'est quoi ton rêve, toi? Puis il me dit, c'est quoi tes rêves? Puis là, on était intelligents les deux. Je disais, OK, bien, si je l'aide à atteindre son rêve, je vais atteindre mon rêve. Fait qu'on est des donneurs. C'est ça, de sauter dans le rêve de l'autre, puis de rentrer dans la matrice de l'autre. C'est comme, si il veut avoir telle chose, bien, Colin, bien, si je l'aide, puis, tu sais, puis c'est ça qu'il faisait avec moi, puis après, on s'en est parlé. Fait que je pense que quand tu es dans une relation saine, tu veux le meilleur pour l'autre, mais il faut que ça se traduise en action, tu sais. Wow. Fait que je pense que c'est ça que tu veux, mais ça s'est fait naturellement aussi. Mais c'est un bon point que tu amènes, c'est que là, on fait introspection de ce qu'on a vu, puisqu'on reconnaît un peu nos habitudes, mais il n'y a rien qui a été planifié, là. C'est de l'amour pur, puis à un moment donné, des deux rêveurs qui sont en amour, puis qui ont gardé ces rêves-là. Ouais. Hey, on allait conduire des voitures que c'était 100% sûr que le représentant de l'auto nous voyait rentrer, puis c'est sûr qu'on n'était pas qualifié, là. Il n'était pas lié avec nous autres, mais on faisait faire des tours, puis tu sais, on allait arriver, on allait voir des maisons, passer nos soirées à sa montagne à Westmount, aller voir toutes les grandes maisons, puis samedi soir, puis plein d'affaires comme ça qu'on a fait. On a regardé des magazines avec des voyages, puis on a tellement cultivé ce rêve-là. Et je me rappelle, il y avait un livre, entre autres, on allait au Chapters, pour ceux qui connaissent ça, au Chapters du centre-ville, c'est la rue Stanley, c'est la rue Sainte-Catherine, au coin de Stanley. Puis on allait prendre un café, puis on restait 3-4 heures dans le café, puis on prenait des magazines. Parce que tu pouvais prendre le café, puis tu prenais des magazines, tu les achetais pas. Nous, on n'avait pas l'argent pour tout acheter ça. Puis on achetait, il y avait Island Magazine. Puis Island Magazine, je ne sais pas si ça existe encore, mais là, tu avais toutes les îles, comme là, tu as Bora Bora, puis tu regardes Hawaï, puis tu regardes les Antilles, puis tu regardes les Maldives. Puis... Et on l'a tellement été clair dans notre tête qu'un jour, on ferait ça. Mais sans s'en rendre compte, quelques années plus tard, en fait, une décennie plus tard, on a pris le même magazine, puis on feuilletait, puis on était là, là on y était, là on y était, là on a fait ça. Ah, ça on l'a pas encore fait. Oups, ah, voici un autre. Oui, parce que c'était imprégné, mais c'était pas... Il n'y a pas... Tu sais, en voulant dire, ça a été naturel. Mais oui, quand tu rêves, en tout cas, je pense que le beau rêve, là, c'est important. Le rêve à Patrice puis Sana, c'est quoi aujourd'hui? En fait, notre rêve, c'est de rester sur notre X. Ça, c'est important. OK? Pour nous, on se remet souvent en question. Est-ce qu'on est encore en ligne par rapport à ce qu'on veut atteindre? Puis ça, il ne faut pas avoir peur de changer. T'sais, si à un moment donné, on voit qu'on n'est pas aligné, bien, c'est quelques petits ajustements à gauche et à droite dans ton style de vie, dans ton rythme, dans ton entourage, où est-ce que tu peux régler. Ça, c'est important. Fait que notre rêve, c'est vraiment de rester aligné. Sinon, je peux te laisser... Oui, mais tu sais, c'est ça. On est très ambitieux. Fait que par la force des choses, on a comme un genre... c'est comme une voiture à propulsion. Tu lèves la pédale du frein, puis elle avance toute seule. Nous autres, c'est un peu... Tu sais, on est porté par... on est très engagé envers nos équipes, envers nos collaborateurs. Fait que, tu sais, on avance. Fait que notre rêve, c'était vraiment de faire participer le plus de monde possible à toutes les expansions qu'on fait parce que, tu sais, le monde, il dit tout le temps, quand tu es chef d'entreprise, tu sais, à la tête d'une entreprise, tu es à la tête d'une entreprise. Nous autres, on dit toujours, on rephrase poliment, mais on les reprend pas toujours sur le coup, mais on n'est pas à la tête d'une entreprise, on est au cœur d'une entreprise. C'est comme... On est un peu l'oxygène, le sang, tu sais, comme on pompe ça dans toute l'équipe. Il faut voir ça comme une cellule qui alimente d'autres cellules, mais on est au centre parce qu'avec notre vision, avec notre énergie, avec tout ce qu'on veut faire. Fait que quand on a décidé, on parlait il y a 4-5 ans, on parlait d'ouvrir l'actionnariat à l'intérieur même de l'entreprise, puis on s'est dit, bon, parce qu'on se faisait approcher par les gros joueurs. Tu sais, tu parlais des gros joueurs tout à l'heure, là. Mais on n'a même pas pensé à être un gros joueur quand on a commencé PMML. On voulait juste faire nos choses, tu sais. Puis parce qu'on était centré sur le client, bien, on a adressé un besoin dans le marché. Et parce qu'on a adressé... Tu sais, le multilogement n'était pas adressé dans le temps. Tu avais les bannières résidentielles, les grosses multinationales, mais le mid-market n'était pas adressé. Fait que parce qu'on était centré sur le client, on a été capable de créer PMML. Puis ensuite, bien, écoute, ça a tellement été un sweet spot incroyable. C'est le Blue Ocean Strategy un peu, qu'on ne savait pas que ça existait, l'océan bleu. Le Blue Ocean Strategy? Oui, c'est-à-dire que, tu sais, quand tout le monde se bat pour les miettes, parce qu'ils sont hot,
mais ils négligent tout le reste du marché parce que c'est pas assez attrayant. Exemple, on va se concentrer au centre-ville de Montréal, au Golden Square Mile, on va tout prospecter les grosses tours en béton, mais tout ce qu'il y a autour, les marchés secondaires, les premières couronnes, deuxième couronne, non, ça, c'est pour les petits courtiers. Mais non, c'est pas les petits courtiers, c'est les gens qui commencent, puis après, ils vont devenir plus gros, puis ça va être des gros joueurs de demain. Mais c'est exactement ce qu'on a fait. Fait qu'on a fait la province au complet, et par la force des choses, on a fait les plus grosses tours aussi, tu sais. Mais c'est ça, PML, tu sais. Fait que là, on fait les marchés de capitaux. On a, je sais pas combien d'immeubles qu'on a dans les marchés de capitaux, 10 millions et plus. On a à la tonne des immeubles, 10 millions et plus à vendre. Mais parce qu'on a été capable de prendre les immeubles de 1 million, 1,5. Bien, je sais que ça a l'air gros pour quelqu'un qui fait du résidentiel, mais dans le commercial, c'est relativement modeste par rapport aux autres. Donc, tu sais, alors, le rêve, on se faisait approcher par les multinationales. Bien, en fait, je ne vais pas parler de ça parce qu'on a toujours une petite gêne, on ne s'est même pas assis avec eux. On s'est dit, on a parti une équipe. Fait que là, comment est-ce qu'on peut faire profiter l'équipe? En faisant l'actionnariat. Comme ça, si on passe à go, tout le monde passe à go. Exactement. Wow. Fait qu'on a créé un système où est-ce que les courtiers peuvent... On a gelé la valeur de l'entreprise à ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant, jusqu'à l'an passé. Et toute la plus-value future, on va la partager à 50 % avec l'équipe. Puis ça, c'est un gros move. Les avocats, tout le monde dit c'est très, très, très généreux ce que vous faites, ainsi de suite. Oui, mais on est rendu là. À un moment donné, c'est plus que l'argent. On est en ce moment, un des objectifs, un des grands rêves, c'est justement de créer beaucoup de millionnaires alentour de nous. Et avec ce système-là, avec l'équité, avec la plus-value que l'entreprise va prendre, parce qu'on a un plan de croissance très précis, je crois qu'on va enrichir beaucoup de gens alentour de nous et en impacter 10 fois plus sur le marché en créant un service extraordinaire pour les clients. Fait qu'en bout de ligne, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives, oui, l'argent est très, très important, là, selon moi, là, mais à un moment donné, c'est plus que l'argent. Quand tu l'as, après ça, c'est quoi l'impact que tu peux avoir dans une communauté? C'est quoi l'impact que tu peux avoir dans une organisation? Et quand on voit les histoires de succès chez PML, vous en connaissez, vous en voyez des courtiers à succès, c'est incroyable. Et... vous avez des bons courtiers aussi, du bon monde, là, pour en avoir côtoyé beaucoup. Là. Puis c'est des histoires de succès extraordinaires. Je me rappelle encore, tu sais, là, aujourd'hui, on est à Saint-Lambert, dans un immeuble, dans le centre-ville de Saint-Lambert. Puis le propriétaire de l'immeuble, un des propriétaires de l'immeuble, est un courtier de notre organisation. Ah ouais? Oui. Puis, en fait, c'est William Duvernay. Puis, quelqu'un de très humble, mais en tout cas, William, c'est ça, il est propriétaire ici. Et je me rappelle encore que quand William Duvernay, ça a été le premier courtier hypothécaire de PML. Parce que PML, on a commencé avec l'immobilier pendant 10 ans, de 2008 à 2018. Et enfin, en 2017, on a commencé le courtage hypothécaire et William a été le premier à nous faire confiance, Sana et moi, pour devenir courtier hypothécaire. Aujourd'hui, on est des courtiers hypothécaires partout au Québec. Mais William était le premier. Mais je me rappelle très bien de la première rencontre avec William, où est-ce que j'avais fait une conférence à Dorval. Et William, après la conférence, il était venu me voir. Il dit « Bonjour, M. Ménard ». En fait, à ce moment-là, c'était M. Ménard. Là. Puis, il dit « Écoute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Merci, merci. » Il dit « Écoute, un jour, mon rêve, c'est vraiment de devenir investisseur immobilier. » Puis, là, il me disait que t'es courtier hypothécaire. Finalement, on a échangé les cartes. Puis là, il a envoyé quelques dossiers. Puis là, écoute, le gars, il était super bon, super allumé, il a donné un bon service. Puis là, à un moment donné, on dit hey, « On a une licence de courtage hypothécaire. Pourquoi tu t'en viens pas? » T'sais? Puis là, c'est un grand move pour lui. Fait qu'il a fait le move. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'il a bâti sa business, il a créé de la valeur au marché, il a créé de la valeur aux clients, il s'est développé une équipe. Puis aujourd'hui, là, vous voyez la grosseur de cet immeuble-là, de voir que son rêve était de devenir investisseur immobilier. Et aujourd'hui, avec le parc immobilier qu'il y a, bien, tu te dis, OK, on a eu... Puis c'est lui qui l'a fait le travail. Mais encore ce midi, on a mangé, avant de venir ici, on a mangé avec lui. Puis il nous remerciait. Puis nous aussi, on le remerciait de sa confiance. Mais il dit, tu sais, on a une petite partie de son succès. Puis il nous l'a dit, c'est vraiment, vous m'avez vraiment inspiré, puis me donné ma chance. Puis là, aujourd'hui, fait que ce petit message-là que tu reçois dans un dîner est excessivement gratifiant pour des gens comme nous. Parce que ça nous donne du gaz en voulant dire, on a de l'impact,
oui, les gens ont fait le travail, c'est eux qui ont fait des sacrifices, c'est eux qui ont travaillé, mais en même temps, on sait qu'on a de l'impact sur un paquet. Puis ça, c'est l'histoire d'un courtier, qui est une très, très belle histoire, mais il y en a beaucoup comme ça. Et ça, ben, pour nous, ça nous fait énormément de plaisir. Oui, c'est ça. Fait que c'est le côté humain aussi des affaires. Hein? Ouais. C'est quoi une business? C'est des gens. Mais je pense que, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que si tu fais les choses pour toi, je pense pas que c'est une raison assez bonne pour réussir. Puis vous, clairement, là, vous êtes, depuis le début, de ce que je comprends, vous l'avez toujours fait pour les autres, tu sais, que là, c'est de redonner. Fait que mon chapeau, félicitations à vous. Merci. Dans les dernières années, encore aujourd'hui, investisseurs immobiliers, faire de l'immobilier, c'est bien à la mode. Ça reste que moi, je pense que c'est le meilleur moteur d'investissement pour se rendre riche, si on veut, à long terme. Quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui, quelqu'un qui écoute l'émission, puis il rêve d'un jour faire de l'immobilier, qui n'a pas aucune porte, qui n'a même pas d'argent. Comment est-ce qu'on commence? Sûrement que vous avez déjà eu la question souvent, mais le but de l'émission, c'est aussi d'inspirer les gens. Donc, c'est où la première chose à commencer? Qu'est-ce que vous suggérez à quelqu'un qui veut faire ça? Il y a tellement de façons. Premièrement, il faut regarder un peu qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Si tu aimes la vente, nous autres, comment on a commencé? On a lu le livre « Père riche, Père pauvre ». On voulait être investisseur au départ. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas une scène. Fait qu'on va devenir courtier. Puis finalement, on est tombé en amour avec le courtage. Puis on était déjà en affaires avant. Fait qu'on a juste jumelé une passion avec le processus d'affaires. Fait que si quelqu'un veut faire un peu d'argent puis devenir investisseur, c'est peut-être que de baigner dans un environnement, un écosystème 100% immobilier. Je pense que tous les courtiers, beaucoup de courtiers chez PME, dès qu'ils font un peu d'argent, ils commencent à devenir investisseurs parce qu'ils aiment ça. Puis ils voient aussi les belles histoires de succès qui sont capables auxquelles ils sont capables de contribuer avec leurs clients. Ils en apprennent parce que ça fait un cerveau collectif. Puis après, ils deviennent encore meilleurs comme courtiers. Puis c'est une belle roue qui continue, tu sais. Fait que ça, c'est une avenue. Sinon, tu peux aller en partenariat, comme on dit souvent. Tu peux te créer des partenariats. Donc, tu peux être le sweat equity puis avoir un silent partner. En français, c'est un partenaire silencieux, puis toi, tu fais tout le travail. Il y a tellement de façons de faire les choses. La première étape, puis en effet, quelqu'un qui a déjà des skills de vente, qui serait intéressé par le courtage, c'est une chose. Mais quelqu'un qui il veut juste investir à l'immobilier, je pense que la première étape, c'est d'aller se former. D'aller faire des formations. Puis aujourd'hui, là, je ne vais pas commencer à les nommer, parce que c'est sûr que je vais en oublier, mais il y a les deux, il y a le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, il y a la MREX, il y a Imo Facile. Ça y est, je suis parti. On a eu Jacques Lépine. Jacques Lépine est venu? Oui, il est venu. Bon, mais Jacques, en passant, Jacques Lépine, petite parenthèse, c'est lui qui nous a... Aujourd'hui, PML, en partie, Jacques a vraiment eu une contribution extraordinaire. Jacques a été le premier à nous laisser la chance d'exposer notre talent en avant d'une salle. Wow. Puis avec ça, on a commencé à être connus et là, ça a déboulé. Mais Jacques Lépine a vraiment été pour nous quelqu'un de qui nous a énormément impacté. Donc, avec la formation, je pense que c'est important. Aujourd'hui, en 2025, c'est important d'être bien formé, de connaître le marché. Fait que oui, le courtier est entouré de professionnels, c'est important, mais aussi d'aller chercher des propres bases. Comme ça, tu suis l'opinion de tes professionnels, puis en bout de ligne, c'est toi qui prends la décision. Fait que va faire des formations. Fait que quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui a au moins assez pour aller se payer une bonne formation en immobilier, je pense que c'est la première étape. Ensuite, quand tu as les connaissances, puis tu commences à développer ton réseau de contacts et ton équipe un peu de professionnels, et tu es capable d'identifier des transactions, des deals sur le marché, des transactions où est-ce qu'il y a une valeur ajoutée qui peut être faite, à ce moment-là, il faut, comme Sana l'a dit, que peut-être que tu ailles voir des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps. Des gens qui aimeraient investir en immobilier, mais qui sont occupés, ils ont des business, la business fait des profits, ils prennent des profits, ils ne savent pas où les placer. Donc, toi, avec tes connaissances que tu as appris, le réseau que tu as développé, et ça, j'en ai plein d'histoires de succès comme ça parmi les investisseurs, tu vas chercher tes connaissances, ton temps à trouver des deals et tu vas trouver des partenaires financiers qui, eux, vont investir la mise de fonds. Toi, tu vas trouver le deal, monter le deal, faire l'optimisation, faire de la valeur ajoutée dans l'immeuble et ensuite de récupérer la plus-value avec cette personne-là. Mais contacter un courtier PMML aussi pendant ce temps-là là, pour l'aider à monter le deal. Oui. C'est super important. C'est super important. Je pense que nous, on a une approche verticale. Hein? Tu peux, au niveau bien sûr, de trouver le deal avec le courtier immobilier. Ensuite de ça, tu as le courtier hypothécaire qui va s'occuper de tout le financement.
Là, dernièrement, on a ajouté des courtiers d'assurance qui vont pouvoir aller maximiser ta protection puis s'assurer que la prime, c'est la bonne que tu as entre les mains. Donc, on est vraiment une approche verticale. Fait que quand tu rentres chez PMML comme client, c'est un écosystème où est-ce que chaque département est complètement indépendant avec des murs de Chine entre les deux. Mais à partir du moment que le client décide, OK, envoie l'information à un courtier hypothécaire dans ton équipe, et ainsi de suite, qui contacte avec moi, là, ça circule. Puis ça va vite parce qu'on a les mêmes systèmes et tout, on est habitué, on a les mêmes méthodes de travail. Fait qu'on amène une vélocité qui est très importante dans le marché actuel parce qu'en ce moment, les transactions immobilières, c'est long. Donc, nous, je crois qu'à travers l'intégration verticale qu'on a, on améliore cette vitesse-là. Wow. Super inspirant. Ouais. J'aimerais ça qu'on recule un petit peu en arrière parce que moi, j'accroche un peu sur vos tout débuts. Je trouve ça. Moi, j'étais en train de présentement partir une compagnie de lavage de fenêtres puis revêtement extérieur. Fait qu'on fait le premier lavage la semaine prochaine. Dans vos débuts, quand vous étiez dans le sous-sol puis vous regardiez le monstre en avant de vous, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous continuez d'avancer? C'est quoi? Comment est-ce que vous saviez, puis là, on parle à tous les entrepreneurs, pas juste d'immobilier, là, mais n'importe qui. Comment est-ce que vous saviez quel move faire puis quand le faire pour arriver à où ce que vous êtes aujourd'hui? En fait, le monstre, il n'y en a jamais eu, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'on a focusé sur un client à la fois. On a créé de la valeur à un client. Lui en a parlé à l'autre. On y est revenu vers nous pour un deuxième immeuble. Donc, on n'a jamais eu de montagne. Vraiment, là, ça a été un client à la fois. Comment on peut créer de la valeur? Puis à un moment donné, quand tu crées de la valeur autour de toi, tout te revient, tout se multiplie. T'sais, nous autres, on est, à la base, on est des gens de marketing. On a toujours été... on a commencé notre carrière en marketing beaucoup. Fait que les études de marché, comprendre le client, quand on parle d'être centré sur le client, c'est... il faut que tu comprennes ton marché, ton industrie. Il faut que tu comprennes où est-ce que tu te situes dans l'industrie. Puis c'est quoi les irritants de tes clients. Je pense que c'est un très bon point de départ. C'est quoi pourquoi qui te ferait confiance? Puis c'est quoi l'irritant? Toutes les industries ont des irritants. Fait que, quand tu dis irritant, excuse-moi. C'est quoi pourquoi que, par exemple, c'est comme ça qu'on fait ça. Mais oui, mais le client n'est pas content. Oui, mais c'est comme ça que ça se fait parce qu'on n'a pas le choix. Bon, à part la gravité pour laver les vitres, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Tu peux tout changer. Je veux dire, l'eau, tu peux changer ton processus, tu peux changer ton approche, les outils. Bref, je ne sais pas trop comment... Faire avec des drones. Il y a des drones. On a une section de ça. Tu vois, c'est bon. Quel bon timing en avril. Mais tu sais, c'est quoi les irritants? C'est quoi qui dérange? Et là, tu as une petite porte, une ouverture pour rentrer dans ce marché-là, que des fois, les compagnies qui sont plus grosses, plus grandes, que par la force des choses, ils ont trop de clients, pas assez de personnel. Maintenant, il y a toujours l'excuse, on n'a pas assez de monde, pas assez de monde. Puis nous autres, nos courtiers hypothécaires, ils sont extrêmement bien... ils sont très aimés des clients parce que les banques, ils ont plus de ressources, ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus ci, ils n'ont plus ça. Bien, les courtiers hypothécaires prennent toute sa valeur. Ben oui. Bref, pour un entrepreneur, c'est quoi que tu peux adresser comme marché puis de voir qu'est-ce que le client a vraiment besoin. Donc, il faut que tu te situes dans ton industrie et aussi dans ton marché, que ce soit, si c'est vraiment sectoriel, connaître ton secteur. Et, aussi le cycle de ton industrie, le cycle aussi de ta business. Si tu commences, mets les bouchées doubles, pense pas à ton lifestyle. Je pense qu'il faut développer l'art d'être capable d'aller chercher une plus grosse bouchée, mais pas nécessairement de manger l'éléphant. Tantôt, tu parlais de monstre, puis j'aime ton exemple en passant, parce que c'est souvent ça. On regarde ça tellement gros, mais c'est parce que tu regardes PMML aujourd'hui, à la grosseur que ça a, on est rendu à 10, 11, où il y a un 12e bureau là, en ce moment qui est en rénovation. Ouais. La semaine prochaine, on va visiter d'autres bureaux aussi dans un autre endroit, confidentiel, mais dans un autre territoire. Puis, à un moment donné, c'est gros, mais quand on a commencé, on ne pensait pas à ce que ça deviendrait gros de même. Fait que ça a l'air gros, mais c'était pas gros à ce moment-là, parce que ce qu'on voulait, c'est juste un immeuble de plus, ou 2 immeubles, ou 3 immeubles de plus à vendre, ou avoir un courtier de plus dans l'équipe. On ne voulait pas avoir 200 personnes. On était 2, on voulait être 3, on voulait être 4, on voulait être 5. Et naturellement, à un moment donné, là, tu deviens confortable dans l'inconfort de grandir, de croissance. Donc, c'est ça. Fait que c'est important là, de ne pas, justement, de voir ça comme un monstre. Dernièrement, on a regardé pour la stratégie pour l'expansion en Ontario. Et on s'est dit, hey, on a-tu dû recommencer un courtier à la fois, ouvrir un bureau à la fois,
En Ontario. Donc, partout. Fait qu'on s'est dit, moi, ça un peu, là, ça nous a pris un petit temps. C'est vrai que, bon, on est expérimenté maintenant, ça peut aller plus vite. Là, pour nous, non. On a identifié des entreprises en Ontario où est-ce qu'on pourrait faire l'acquisition. Puis, on avait un morceau à peu près la même grosseur que PML. Est-ce que c'est un monstre? Puis, c'est pour ça que je dis, j'aime ton exemple. Je regarde ça, je dis, par contre, c'est gros, ça, là. C'est aussi gros que nous, là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on sera capable de faire une acquisition d'une entreprise comme ça? Mais si on le fait, on vient de régler le problème d'avoir ouvert 10 bureaux partout en Ontario, de recruter, peut-être, en tout cas, je ne vais pas donner de chiffres. Les autres, ils veulent vendre? OK. Attends, là, c'est important. Pas du tout, mais j'ai identifié. À partir du moment que tu identifies, tu projettes, tu mets des choses dans l'univers. Tu dis, OK, moi, c'est le genre de target d'entreprise que j'aimerais faire au lieu de tout recommencer from scratch. Pourquoi? Parce qu'on est rendu là. Je pense que l'expansion va passer par des acquisitions et non pas un courtier à la fois. Fait qu'à un moment donné, tu dis, c'est gros. Fait que là, après ça, tu te ressaisis, tu dis, OK. Tu dis, c'est gros, mais c'est-tu vraiment gros? On est plus gros que cette compagnie-là, un petit peu plus gros. Après ça, tu dis, OK, c'est qui l'individu que je dois venir? C'est qui le partenaire, l'équipe qu'on doit devenir pour pouvoir voir ça comme quelque chose de possible? Donc, ça passe toujours par soi-même. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois devenir là, pour dire, OK, Pat, c'est une grosse bouchée, mais comment y arriver? Fait qu'à un moment donné, ça va se faire, mais je te donne l'exemple où est-ce que il va toujours avoir de quoi de plus grand que soi. Et je pense que c'est important, justement, de garder ce petit edge-là, de vouloir, puis de se sortir de sa zone de confort. La pire chose qu'un entrepreneur peut faire, c'est de devenir confortable. La pire chose qu'un entrepreneur peut faire, c'est lâcher le gaz. Ouais. C'est excessivement dangereux de ralentir. Puis c'est populaire de dire ça, OK, je ralentis. Mais à partir du moment que quelqu'un carbure à haute vitesse, on l'a tout vécu et tu ralentis, tu commences à te poser des questions. Tu commences à avoir de l'espace dans ton calendrier. Puis Grant Cardone, un de mes mentors, dit toujours que si tu as de l'espace dans ton calendrier, tu vas rencontrer le diable. Puis, à partir du moment que tu es moins occupé, que tu pèses plus sur le gaz, le doute commence et les problèmes que tu voyais facilement, que tu passais par-dessus parce que tu roulais bien, là, ces mêmes problèmes-là, tes dents, tu ne bouges plus, tes voix sont gros, ils grossissent. Pourquoi? Parce que toi, tu ne grossis plus. Je ne sais pas si j'ai été clair ce que je viens de dire, mais... C'est très clair. Mais c'est important. Ça fait beaucoup de sens. Mais tu sais, quand on dit de ne pas ralentir, dans le calendrier, tu bloques du temps pour toi aussi. Là. On s'entend, là. On s'entend, il faut à partir du moment où tu t'augmentes la cadence, bien, tu deviens un athlète de haut niveau d'affaires. Fait qu'il va falloir que tu aies une période de récupération. Donc, des vacances sont importantes, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu manges bien, il ne faut pas que tu négliges ta famille. Sinon, une famille négligée, bien, ça va manger ton temps plus tard parce que c'est tout ça aussi. Puis, tes conseillers, il faut que tu écoutes les bonnes personnes. Quelqu'un qui est en décélération ne peut pas te conseiller sur ton accélération. Quelqu'un qui est à la porte de sortie ne peut pas te conseiller, à moins qu'il comprenne puis qu'il n'essaye pas d'être découragé. Mais quelqu'un qui a un pied dans la porte puis qui exite sa compagnie ou qui veut ralentir ne peut pas te conseiller parce que là, lui, il vient, la pression tombe, il commence lui, il a de l'espace dans son calendrier, puis après, là, lui, il a besoin de cette pause-là, puis dans un autre espace-temps émotionnel. Alors que toi, tu comprends... Il faut faire attention à qui comprend le conseil. Il faut faire attention à qui comprend le conseil. Puis d'écouter le conseil d'une personne, tout le temps que moi, je donne un conseil à quelqu'un, il faut qu'il se mette dans la... comme que je suis. Ça ne veut pas dire que ça va matcher avec lui. Moi, c'est le conseil que je lui donne, ça ne veut pas dire que c'est bon pour lui. C'est comme ça, l'être humain. Il y en a tellement aussi à cette heure des gourous des conseils puis de l'information. Écoute, moi, j'ai tellement à l'oreille, là. Moi, je suis capable de discerner le réchauffé du quelqu'un qui l'a vécu, là. C'est toutes les mêmes paroles. Elles sont toutes bonnes. Mais il faut faire attention. Moi, là, quelqu'un qui me conseille, moi, je ne veux pas avoir l'air, mais tu sais, moi, il faut que la personne que j'écoute, là, il faut qu'elle ait fait au moins, pas, tu sais, comme 500 millions, là.
Ouais. Puis je pense pas que c'est toujours juste une question de monétaire. Tu vois, non, moi j'ai été 14 heures des forces, ouais. j'ai déployé trois fois. Fait que des fois, je peux conseiller les gens, pas au point de vue business puis au point de vue de faire de l'argent, mais peut-être sur d'autres aspects de la vie. Là, oui. C'est super important. Bref, super inspirant. Ouais. Puis je pense que c'est important, justement. Souvent, les gens vont me dire... Je me rappelle, une fois, une entrevue, quelqu'un était surpris, il m'a dit, Patrice, combien d'heures par jour tu dors? Je dors 8 heures par jour. Ma prochaine question. Je dors 7-8 heures par jour et j'ai besoin de mes 8 heures. Pour moi, ce qui n'est pas important, le nombre d'heures que tu dors, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu es réveillé, pendant que tu es debout. Et si ça te prend 2 heures de démarrer la machine, ben c'est quand même que tu as dormi 6 heures. Là, je parle au niveau affaires, ben c'était pas plus avancé. Fait que c'est important. Moi, c'est important de bien le sommeil. Ça en a parlé de l'alimentation, de la santé. Ça et moi, on aime bien dire qu'on prend pas d'alcool. C'est comme, malheureusement, aujourd'hui, je sais que vous avez... on a un beau sommelier devant nous, mais on prend pas d'alcool. Puis pourquoi? Puis souvent, je dis pourquoi? Puis on dit à la blague... on est des athlètes de haut niveau. Fait que les gens, oui, c'est quoi le sport que tu fais? Mais c'est l'entrepreneuriat. Puis c'est vrai que vous êtes des athlètes de haut niveau. Tous les soirs, on va réseauter, ou à peu près tous les soirs. Et quand même qu'on arrive chez nous à 11 h, tu n'as pas pris un verre, tu te couches à 11 h 30, le lendemain matin, à 6 h 30, 7 h, tu vas au gym, tu n'as pas de problème. Là. C'est pas comme si tu étais le lendemain de veille tout le temps. On parle de réseautage en passant. Je veux juste faire une petite parenthèse. Moi, Patrice, tu t'en souviens peut-être pas, mais on s'est vu dans un réseautage quelques semaines, quelques mois, puis ça m'a frappé à quel point. T'es tout ça de me voir, hey, salut, tu me serrais la main, comme si on était des chums, comme si on s'avait déjà vu. Ben, t'es tellement une personne populaire, c'est moi qui t'ai reconnu. Non, mais tu sais, pour vrai, j'ai admiré ça, j'ai trouvé ça super sharp parce que, tu sais, c'était quand même quelqu'un que je regarde de haut. Et Sana aussi, au niveau de l'immobilier au Québec, fait que j'ai apprécié ça. Puis Sana, ben, ton sourire, je pense qu'il résonne partout. Légendaire, son sourire. Légendaire, fait que changez surtout pas. On rentre dans un prochain segment de l'émission. Ça s'appelle la question flash. Là, ça va être intéressant parce que vous êtes deux. On a 1 minute et demie pour répondre au plus de questions possibles. Donc, une question chaque. Si vous n'êtes pas capable, passez, mais il faut essayer de répondre à la question. Ça va être intéressant. Let's go. On passe ça? On est prêts dans le studio? Oui. OK. Non, 3, 2. On va commencer avec Patrice. 3, 2, 1. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Je passe. Sana, droit de réplique à Sana? We do have. We do have. Patrice, ta plus grande fierté? Ma relation avec Sana puis notre garçon Amine. Sana, une citation qui te parle particulièrement? Écoute, c'est les classiques. If it is to be, it's up to me. C'est en anglais. Je lis beaucoup en anglais. Je suis francophone, mais je lis en anglais. Le meilleur livre que tu n'as jamais lu et pourquoi? Be Obsessed or Be Average par Grant Cardone. Et en fait, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai écouté 230 fois à peu près. Sans blague. C'est vraiment 230, je répète. Et c'est ça. Fait que ce livre-là, pourquoi? Parce que ce livre-là me sort constamment dans des formations de confort. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis dans un endroit différent dans ma carrière et je l'écoute différemment. Incroyable. C'est sûr, je vais aller lire. Sana, pour toi, la richesse, c'est... Il reste 30 secondes. L'amour, la famille, les relations. Patrice, Facebook, Instagram ou TikTok? Instagram. Sana, ta pire phobie? Les araignées. Les araignées. Patrice, le défaut que tu aimerais corriger chez toi? 10 secondes. D'être capable de dire non. Ton trait de personnalité essentiel qui te fait réussir en affaires? Connexion. Wow. Yeah! On a eu... Il en restait, je pense, 3, Fait que quand même vraiment bien. Vous avez fait plus que Tatiana tantôt. Fait que c'est bon. Wow! Il y a tellement de pépites d'or. C'est un peu pour ça que j'ai parti le podcast aussi, hein, parce que je voulais un peu donner aux gens qui nous écoutent des pépites d'or en rencontrant des gens inspirants comme vous. Vous êtes des visionnaires, vous avez passé plusieurs cycles d'immobilier. L'immobilier, elle s'en va où dans 20, 30, 50 ans? Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Plus précisément, peut-être le commercial. Là. Écoute, dans combien de temps? 20, 30, 50 ans? Je crois que définitivement, l'immobilier va être plus élevé qu'aujourd'hui. Hein? Ça, les valeurs vont augmenter. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est honnêtement, 20, 30, 40 ans, je n'ai aucune idée. Mais je sais présentement que les trends, ce qui se passe présentement,
je crois qu'il y a de l'immobilier avec tout ce qu'on entend par rapport aux normes ESG, c'est-à-dire l'environnement, au niveau social, au niveau gouvernance. Je pense qu'il y a la possibilité de faire des belles choses. Je crois que les gens se conscientisent d'une façon importante. En Europe, c'est déjà avancé. Et je crois qu'il y a la possibilité de développer beaucoup de choses. Puis je vois, en fait, que les nouveaux investisseurs... Puis encore là, je reviens sur l'exemple ici dans l'immeuble, super gros immeuble en béton de 200 unités, où est-ce que les investisseurs ont pris en main. Donc, c'est pas évident d'améliorer un immeuble de cette grosseur-là en béton avec quelques décennies. Mais je crois qu'ils sont en train de faire une belle job ici par rapport à ça. Mais ce qui m'a plus frappé dans l'immeuble ici, c'est le côté social, communautaire qu'ils ont développé. C'est vraiment impressionnant de se promener dans l'immeuble, de voir les gens. Il y avait des gens dans tout le monde. Parce que j'ai senti qu'il y avait une vibe et j'ai senti qu'il y avait une communauté dans cet immeuble-là. Puis bien sûr, avec une bonne gouvernance en arrière de ça pour pouvoir mesurer ce qu'on fait. Fait que je pense que ça, c'est l'avenir de l'immobilier. Ça, c'est mon point. Puis ici, en est un superbe exemple. Là, félicitations aux propriétaires pour ce qu'ils ont fait. Fait que ça, c'est excessivement important. Puis bien sûr, là, toutes les technologies vont aussi avoir un grand impact. Ouais. Puis aussi, ce que je souhaite pour l'immobilier d'ici 20-30 ans, c'est les techniques de construction peut-être. Aussi, les techniques de construction qui n'ont pas évolué depuis peut-être 100 ans, 80 ans, là, que ça évolue un peu. Évidemment, avec tout ce qui est autour, les politiques et tout ça, en espérant que ça s'améliore, parce qu'on peut bien demander au gouvernement d'intervenir, mais il faut aussi leur donner le moyen des ambitions des promoteurs, des développeurs pour être capable de pouvoir pallier au manque de logement, puis aussi abordable, sans que ce soit les développeurs, les promoteurs qui payent la totale, la note. Là. Donc, il y a beaucoup de restrictions au niveau des corps de métier puis au niveau des lois sur la construction pour certains corps de métier, là, pour pouvoir... la chaîne, là, pour les chantiers, là. Il y a beaucoup de bloquants. Donc, ça, je pense que ça serait bien que ça se... Je pense que c'est important. Puis souvent, quand tu vas à l'extérieur, tu te rends compte qu'il y a différentes façons de faire les choses. On a la chance, on et moi, de faire plusieurs voyages immobiliers avec des groupes d'investisseurs. L'an passé, on était à Dubaï. Puis à Dubaï, tu sors de là, oui, c'est grand, c'est gros, il y a de l'argent, mais au-delà de l'argent, puis au-delà il y a de l'efficacité. C'est-à-dire que le système, comment tu peux construire une ville aussi vite et encore là, de voir que cette vélocité est toujours là, le pace est là, c'est parce qu'ils ont mis des normes en place. Fait que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de là-bas et comment on peut améliorer. Puis c'est pas juste l'argent. Les gens, c'est sûr, ils ont de l'argent. C'est bien beau avoir des gens ont de l'argent ici, mais il y en a un paquet de monde qui est bloqué pour faire des projets. Fait que je pense que c'est au-delà de l'argent, c'est l'efficacité. En mai prochain, le mois prochain, on s'en va à Copenhague pour un voyage encore là, immobilier, où est-ce que là, on va aller voir un peu le thème, en fait, du voyage. On n'a pas tous les détails du voyage, malheureusement, mais je sais que ça va être une semaine où est-ce qu'on va parler beaucoup d'immobilier vert. Et c'est quoi les nouvelles normes? Comment ils construisent là-bas? Puis c'est quoi leur vision? Puis bien sûr, les pays scandinaves ont une bonne... Danemark, la Suède ou la Norvège ont une bonne réputation là-dessus. Fait que j'ai hâte d'aller voir. Puis ça fait du bien. Toutes les années, Sana et moi... en fait, cette année, on n'a pas eu la chance d'y aller. Là, on est en un autre voyage immobilier, mais il y a le MEPIM en France, à Cannes, où est-ce que tous les grands cerveaux immobiliers de la planète se réunissent, où il y a 30 000 personnes une fois par année, le MEPIM qui appelle. Et là, tu vas voir des gens de partout, ils ont des projets, tu te promènes, c'est comme une grosse foire, puis il y a beaucoup de brassage d'idées, beaucoup des beaux projets. Puis quand tu regardes des pays de l'Est de l'Europe avec un revenu moyen, avec un produit intérieur brut, vraiment qui n'ont rien à voir avec le Canada, faire des projets d'une si belle qualité, si vite, et ça pousse, là. Et de dire, bon, qu'est-ce qu'ils font et comment qu'on peut apprendre de ces gens-là? Fait que je pense que c'est important. Fait que je pense de voir ce qui se fait ailleurs va nous aider à s'améliorer ici. Je trouve ça vraiment inspirant que vous êtes rendu ce que vous êtes rendu. Vous faites encore du réseautage tout le temps. Vous faites des voyages d'immobilier. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont quelque chose à retenir de ça, aussi. On va bâtir une relation à la fois. Quand tu vas avec un voyage d'investisseurs, de passionnés d'immobilier pendant une semaine, où est-ce que tu déjeunes ensemble, tu fais une formation le matin, tu dînes ensemble, tu prends le temps sur le bord de la plage en après-midi, tu soupes ensemble et tu fais la fête en soirée ensemble pendant 7 jours consécutifs,
je crois que les relations commencent de là. Quelque chose de bon qui doit en sortir en quelque part. C'est certain. On a des questions corsées. On va en lire une chaque si ça vous dérange pas. Je connais pas les questions. Ça se peut qu'on ait déjà parlé. On y va? Let's go. Ouais. Je te laisse piger une question. Je la pige, je la donne à Sana ou je la lis? Tu peux la lire. Tu peux choisir. Tu peux la lire. Ça va être ta question. Après ça, on va en faire une avec... Là, le souci, c'est que j'ai pas mes lunettes. Ça va être difficile. Attends, j'ai... Ah, ben tu peux la donner à Sana aussi. Ou je peux te la lire. Ah, tu Ouais, l'as moi, s'il te plaît. Ah, ça, c'est bon, on n'a pas parlé. Quel est l'impact de votre succès sur vos enfants? Comment leur inculpez-vous la valeur du travail et l'humilité malgré l'environnement dans lequel ils grandissent? Bon, je connais pas l'environnement dans lequel ils grandissent, mais on comprend la question. Oui, c'est-à-dire qu'on a un garçon qui s'appelle Amine et je crois que... Il y a 24 ans. 24 ans, merci Sana. 24 ans et on a énormément de mots positifs sur lui de tout partout. Et la première chose qu'on a fait, puis je pense que ce qui a eu le plus d'impact, c'est on l'a exposé à des gens à succès, à des événements à succès, à un très jeune âge. Donc, il y a une certaine limite à ce que les parents peuvent dire à un enfant, mais quand tu emmènes ton fils, pour la première fois, l'emmener à un séminaire de Tony Robbins, 3 jours de temps, à l'âge de 11 ans, le renvoyer dans un voyage à San Diego, encore là organisé par Tony Robbins à l'âge de 13-14 ans, où c'était juste des jeunes de 13-14 ans qui étaient là ce week-end-là, ou cette semaine-là. Et ensuite, il a fait des cours de Jacques Lépine, il avait 16 ans. Et écoutez, à force de l'exposer aux bonnes choses, je pense que c'est le mérite qu'on a eu de l'exposer aux bonnes choses. Puis là, aujourd'hui, c'est à lui à le faire, c'est à lui à le développer, puis on est très fiers de lui, de ce qu'il a rendu. Mais d'abord et avant tout, en tant que parent, la plus grande fierté, je pense, c'est de l'avoir exposé à des bonnes choses. Ouais, d'avoir voyagé avec lui, nous, on a été capable de... On n'a pas eu beaucoup d'argent jusqu'à l'âge... on s'est mariés en 96. Le premier voyage, la première croisière dans les Caraïbes, c'était en 2005. Tout le reste du temps, l'argent, tout a été dans la business, dans le développement personnel, tout ça. Mais de 2005 à maintenant, on a beaucoup voyagé ensemble. Fait que c'est de tisser des liens avec les enfants. Mais là, c'est nous, parce qu'on aime les voyages, mais ça pourrait être avoir un chalet puis avoir des belles journées de kayak. Tu sais, genre juste avoir cette proximité-là avec les enfants. Puis, est-ce qu'il travaille pour PMML aujourd'hui? Oui, En fait, il a son propre chef. Il nous a... il a fait de l'entrée de données à l'âge de 16 ans, 17 ans, les étés. Puis à un moment donné, je pense que PMML était contagieux, puis il a décidé, il a dit, est-ce que j'aimerais ça être courtier? Fait que voilà, il a redirigé ses études. Puis on est très, très fiers de lui parce que, premièrement, il a commencé dans une équipe avec un mentor, Thierry Samlal, puis Thierry l'a vraiment bien coaché. Puis ça, c'est important parce qu'il n'y avait pas de relation père-fils ou mère-fils au travail. C'était vraiment, il était dans une équipe d'un courtier. Puis ça, c'est important des fois, là, surtout à l'âge de 19-20 ans quand il a commencé. Et aujourd'hui, à 24 ans, il est indépendant. Et dans notre programme d'actionnariat qu'on parlait, il y a un certain minimum de facturation qu'il faut que tu fasses pour te qualifier. Puis sans aucun aide, en tant que travailleur autonome, c'est sa propre business, mais il s'est qualifié parmi les tops de PMML par rapport à ça. Fait que ça, on en est fiers parce qu'il n'y a pas rien eu de notre part. Et il l'a gagné. Et en ce moment, ce qu'il est en train de faire, c'est de gagner le respect de tous les autres courtiers de l'organisation parce qu'il est en train de faire exactement, bâtir une business comme eux l'ont fait. De sa propre identité aussi, pas nécessairement dans l'ombre de personne. Fait que, wow. Exactement. Puis, les gens, en fait, je pense que les gens ont oublié que c'est même pas... c'est lui. Ouais. C'est ça qui est la beauté pour moi que du courtage. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir un emploi, mais non, il est payé 100% en commission puis il doit closer. Fait qu'avec tout ce qui vient avec, c'est ça. Ouais. Sana, tu veux piger? OK. Bon, j'ai pas mes lunettes aussi, mais on va... Eh mon Dieu, vas-y, ouais, je la lis. Okay. La cinquantaine, hein? On a parlé un peu, mais... Tu peux piger une autre si tu penses qu'on a fait le tour. Let's go. Tu veux explorer on en va-tu avec un autre? Oui, vas-y, c'est toi qui décides. Parce que je voulais aller chercher quelque chose d'original. Là. Oui. Ouais, être entrepreneur, c'est un engagement à 100%. Comment faites-vous pour préserver du temps de qualité avec votre famille malgré toutes vos responsabilités? Ah, ça, c'est une bonne question. Bon, on travaille ensemble, on a amené le fils dans le business. Non, c'est une façon simple de le dire. Mais c'est important aussi. L'entrepreneuriat, c'est un mode de vie. Je pense que c'est tellement drôle parce que si je te montrerais mon agenda,
Elle dit, mais je vais être en affaires, je vais être à 100 en contrôle de mon temps. Puis moi, j'ai juste à ouvrir mon Google Calendar, là, puis c'est un arbre de Noël. Tu sais, genre, je pense que c'est un mode de vie, puis tu as des non négociables dans ta journée, dans ta semaine. Et puis, c'est ça, tu sais, je veux dire, il faut que tu tricotes tout alentour de ce mode de vie-là. Tu as des obligations, tu as des engagements. Encore là, ça dépend à quel niveau tu veux réussir. Si tu veux juste te sortir un tout petit salaire, puis faire tes petites choses, puis avoir travaillé 40 heures, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait pour toi? Je pense pas, tu sais. Ou tu peux le faire comme entrepreneur, puis aller chercher ça, puis c'est ton objectif, c'est correct. C'est pas important combien tu fais. C'est est-ce que ce que tu fais est en lien par rapport à tes objectifs. C'est ça, c'est toujours ça. C'est les objectifs, tu sais, parce qu'il y a différentes façons d'être entrepreneur. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut aller all out, là, comme on dit. C'est correct aussi, là. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par personne. Pourquoi tu te lances en entrepreneuriat? Parce que c'est quand même des risques. Alors, c'est quoi ton niveau de risque? Et c'est quoi ton niveau d'implication? Mais il faut que tu sois correct avec le résultat. Tu augmentes ton niveau d'implication, tu mitiges un peu le risque, puis là, tu vas avoir un outcome qui va être différent. Tu sais, puis c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, non, il y a des gens qui vont être malheureux comme entrepreneurs. Puis au contraire, souvent, des gens ont un caractère, je pourrais dire, d'artiste. Où est-ce qu'ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font? Mais ces gens-là, souvent, sont tellement bons, mais si, par la force des choses, parce qu'ils sont très bons, ils ont beaucoup de business qui vient à eux, là, ils commencent à avoir trop de clients, puis ils vont dire, on va se développer une équipe. Mais ils perdent leur identité en faisant ça parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Je crois qu'ils doivent plus sélectionner clients ou commencer à charger plus cher, tout simplement. Ouais. Mais c'est une erreur que souvent les gens vont faire, c'est qu'ils ont une personnalité d'artiste, ce que je dis, peu importe que ce soit pas nécessairement artiste au niveau musical, mais ils ont développé une expertise unique. Et c'est très difficile pour eux de grossir ça. Fait qu'à ce moment-là, à partir du moment qu'ils essaient de grandir, ça ne marche pas, ils sont malheureux, il y a toujours de quoi, il n'y a jamais personne qui est aussi bon qu'eux autres. C'est normal, c'est les meilleurs. Fait qu'à un moment donné, je pense que si la personne est très enlignée par rapport à ce qu'elle est, je crois qu'il y a des artistes, que je peux appeler, qui sont entrepreneurs, mais qui ne sont pas obligés de scaler des business comme on l'a fait. C'est pas... En fait... C'est ça, c'est là. Pensais-tu qu'on allait scaler? Jamais. Je pensais même pas qu'on allait pouvoir scaler nous-mêmes. Mais on avait quand même des aptitudes pour le faire. Et ça a été long de comprendre tout ça, là, mais tu sais, genre, d'être capable de comprendre que les gens dans notre équipe ne feraient pas exactement comme on le fait. Là. Ça a été long pour nous. Ouais. Mais un coup que tu as compris ça, mais là, tu peux le faire. Mais sauf qu'en même temps, ça ne veut pas dire que c'est le bon chemin. Moi, je connais des gens là, qui sont artistes, c'est-à-dire qui ont une business, sont entrepreneurs, sont seuls, ils font des choses particulières, précises. Ils sont sur leur X. Oui. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat, là, il y a beaucoup dans les médias sociaux, dans les reels, c'est glorifié, tu sais. Et puis c'est correct parce que quelqu'un qui ça va résonner avec lui, bien, ça va lui donner le courage de passer à l'action. Mais c'est dangereux. Ça peut pousser des gens dans la dépression parce que c'est pas eux. Mais on dirait que là, tu entends ça, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu passes ta vie à travailler pour quelqu'un d'autre, pour bâtir les rêves des autres. Mais c'est comme, oui, mais en tant qu'entrepreneur, tu as du monde qui travaille pour toi aussi, là. Puis ces gens-là, ils sont bien, là. Ils ont besoin d'une sécurité, un salaire. Ils ont besoin d'avoir un cadre. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de risque, qui est à l'aise avec le même niveau de risque. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut que tu descendes ceux qui travaillent pour les autres pour dire que toi, tu dois être entrepreneur? Puis il y a quasiment du bashing envers les employés parce que, hey, tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu es un loser. Pourquoi est-ce qu'il faut aller là? Tu sais, je me dis, il y a des gens qui sont excessivement bons dans ce qu'ils font. Ils ont un esprit c'est-à-dire entrepreneurial, mais dans un cadre. Par exemple, des hauts cadres. Tu sais, ils vont travailler pour une entreprise, puis ils vont l'amener à un autre niveau. Ben oui, Gary Vaynerchuk, un de mes mentors, Gary V, là, lui, je préfère être numéro 5 de Facebook que numéro 1 de Face Schmook. Okay? C'est dans le sens où est-ce que à un moment donné, il faut que tu sois à ta place. Oui, il faut que tu sois à ta place, puis je pense qu'il faut que tu sois heureux aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis, honnêtement, on se remet en question constamment. Est-ce qu'on est encore sur notre X? Est-ce qu'on est correct? Puis la journée, on se connaît, là. La journée qu'on ne sera pas sur notre X, ça ne durera pas longtemps. On va faire des changements pour revenir sur le X. Pour nous, en bout de ligne, c'est ça qu'on regarde. Oui.
Vraiment inspirant. On en tire déjà quasiment à la fin. On a un petit cadeau pour vous. Bon, on sait que vous ne buvez pas de vin, mais vous pouvez l'offrir à vos invités à la maison. On va accueillir quelqu'un qui aime le Chablis. C'est vraiment une bonne bouteille sélectionnée par Mes Soins 2023. C'est un bon Chablis, donc je t'en prie, Sana, c'est pour vous. C'est vraiment gentil. Ça, c'est pour le côté sommelier de l'émission. Oui. Puis ça, c'est une petite casquette de La Rongeasse pour un souvenir d'être passé dans l'émission. Ce que je propose, la première personne qui écoute ce podcast-là, qui reach out avec nous, puis nous dire moi, j'ai besoin de la bouteille, la première personne, on vous l'envoie. Wow. Encore mieux que ça, la première personne, il va en avoir 2 parce qu'on a 2 bouteilles. Avec les 2 premières personnes, on vous envoie ça. OK. Parfait. Voilà. Merci de votre participation, c'est super apprécié. Puis moi, je voulais garder un petit mot, c'est que je ne vous connais pas depuis longtemps, mais ça fait quand même 4-5 ans que je fais les réseautages à vos côtés. Et moi et Stéphanie, ça fait 19 ans qu'on est ensemble et vous nous inspirez énormément à chaque fois. Vous êtes un modèle pour nous et je voulais vous le dire parce que c'est à l'occasion, c'est sincère. Et félicitations pour tout ce que vous avez réussi, ce que vous allez encore réussir. Changez surtout pas, vous êtes adorable, on vous aime. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Nicolas de m'avoir fait confiance encore pour ce podcast-là. Voilà, merci, ça me tenait à cœur. Donc, c'est ça, je ne sais pas si vous portez des casquettes, mais là, on part une marque de linge pour le podcast. Donc, quand notre émission va sortir, ça va être disponible en ligne, T-shirt, chandail, casquette. Les gens vont pouvoir customiser aussi leur morceau d'équipement. Fait que voilà. Pour vous qui nous écoutez, on espère que vous avez adoré l'émission d'aujourd'hui. Sana, Patrice, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? L'épisode va sortir après 1 mois et demi. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour PMML puis Patrice et Sana? Bien, écoute, on continue il y a PMML Financière, mais on pousse l'assurance. On est en plein déploiement. Ça fait 1 mois qu'on l'a parti, puis on a déjà 4 courtiers d'assurance en ce moment. Donc, on est en plein déploiement de ce service-là. Donc, c'est fun. Fait que s'il y a des courtiers d'assurance qui écoutent, ils peuvent vous contacter. Absolument. Définitivement. Ils ont la chance de se positionner. Et si vous regardez les tops de PMML au niveau du courtage immobilier, courtage hypothécaire, avec les business qu'on a développés avec eux au cours des années, je pense qu'il y a une belle opportunité qui se présente. Moi, tu vois, puis peut-être si on peut filer là-dessus, moi, quand j'achète dans une entreprise, comme là, j'ai acheté un condo à Tulum, puis j'étais allé à Tulum, puis j'ai parlé au constructeur, le propriétaire de tout ça, puis la raison pourquoi j'ai acheté, parce que je faisais confiance au propriétaire, pas au vendeur qui me vendait le projet, mais puis je pense que tous les gens qui rentrent dans PMML, ben ils croient en votre projet à prime abord, puis ils croient en vous. Fait que merci d'être une source d'inspiration pour tout le monde. Donc, vous pouvez aller suivre Sana puis Patrice sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Êtes-vous sur TikTok? Oui. TikTok, Instagram, ils sont partout. Merci d'écouter l'émission semaine après semaine. N'oubliez pas de partager, liker et commenter sur nos vidéos. On vous laisse sur un petit extrait de la semaine suivante. Puis d'ici là, portez-vous bien et merci pour écouter. Au revoir. Merci. J'ai joué à la Ligue nationale. Quand j'étais jeune, j'ai vécu tellement de racisme pour me rendre là, tellement d'obstacles. Puis mes parents voulaient pas que je joue, j'étais complètement tout seul. Puis j'ai toujours été super spirituel, j'ai toujours cru à une force divine. Puis quand je priais, je disais toujours Dieu, si tu me donnes la chance de jouer à la Ligue nationale malgré tous les obstacles que j'ai en ce moment, je te jure, je vais être redevable quand je vais être plus... quand je vais jouer à la Ligue nationale puis que je vais faire une différence dans la vie des gens. Je priais comme ça, j'avais 7 ans, là. J'ai fait des erreurs dans la vie, puis les erreurs dans la vie m'ont forgé, puis ont rendu la personne que je suis aujourd'hui, que j'assume pleinement. Puis je ferai les mêmes erreurs, puis je revivrai les mêmes racismes que j'ai vécu quand j'étais jeune parce que ça m'a rendu plus fort, ça m'a fait écrire un livre, ça m'a fait donner des conférences pour encourager. Puis il y a d'autres personnes qui ont vécu de la discrimination, donc je changerai absolument rien. L'espérance de vie, c'est quoi, 75-80 ans? On n'a pas de temps à perdre. Quand tu passes ton temps à chercher de l'approbation ailleurs que d'être heureux par toi-même puis d'être simpliste, ça, tu vis pas, tu survis. Puis ça, c'est triste. Je vais beaucoup plus respecter un athlète qui n'a jamais rien gagné, mais qui a un impact sur la planète, à la société, qui a laissé une empreinte positive, modèle, rôle modèle à des jeunes, à ses enfants ou aux gens autour d'eux, que quelqu'un qui s'enrichit à être le plus riche au cimetière puis qui n'a jamais rien fait pour personne.